Salut à tous, moi c'est Matt et vous êtes sur Living Droplets. Aujourd'hui on va parler de trucs qui vont pas vous faire plaisir du tout, mais il faut qu'on en parle parce que c'est un sujet qui est vachement important en ce moment, vous en entendez de plus en plus parler partout dans les médias. C'est l'intelligence artificielle, ChatGPT, Midjourney pour les images, plein d'autres programmes qui existent pour vous faciliter la vie, mais qui vous inquiètent aussi et qui vous font vous demander si on va pas être remplacé par les IA, si c'est normal qu'il y ait des IA, si c'est naturel, tout ça. Alors vous allez me dire, pas encore l'intelligence artificielle, on en entend trop parler justement, on voudrait bien entendre parler d'autres choses, mais en fait, il se trouve que vous en entendez parler d'une certaine façon, et que j'ai un point de vue un petit peu différent là-dessus, et je voudrais le partager avec vous pour vous faire comprendre pourquoi ça devient aussi important, pourquoi il y en a partout, et pourquoi on va pas pouvoir y échapper, et pourquoi c'est pas si grave que ça. Donc à chaque fois que j'en discute avec ma famille, mes amis ou des collègues, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, ou les mêmes réflexions. C'est toujours, les IA elles vont remplacer l'humanité, mais elles peuvent pas éprouver d'émotions, donc l'humanité elle va disparaître et ça va devenir quelque chose de froid. Les IA elles vont nous piquer notre travail. Oui, mais les IA c'est pas des humains, ou c'est pas naturel, ou moi je ressens les choses, j'ai une âme, les machines ça a pas d'âme, les machines ça a pas d'émotion, ça a pas de sentiments. Mais en fait, quand on dit « moi j'ai des émotions, moi j'ai des sentiments, j'ai une âme » alors que les machines ça en a pas, on dit ça parce qu'on a grandi comme ça depuis qu'on est petit, on a toujours ressenti les choses de cette façon et on s'est pas demandé comment le corps humain il perçoit les choses et comment il les transforme en sensations, en émotions, en sentiments, etc. Nous, on ressent les choses à l'intérieur de notre corps, d'une certaine façon, dans notre enveloppe, parce qu'on les a perçus avec notre peau, ou avec nos yeux, ou avec plein d'organes sensoriels. Et on ne se demande pas qu'est-ce qui s'est passé, comment on a détecté le monde qui est à l'extérieur, et comment on l'a interprété à l'intérieur de notre corps et dans notre cerveau. Mais en fait, quand on fait de la biologie, par exemple, et qu'on s'intéresse à ça, on se rend compte que tout ce qu'on perçoit, ça n'est qu'un signal en fait. Il se passe quelque chose à l'extérieur et c'est retransmis à l'intérieur de notre corps sous forme d'impulsions électriques, et notre cerveau, il va recevoir toutes ces impulsions électriques et les mélanger les unes avec les autres et les empiler les unes avec les autres pour leur donner une certaine valeur, une certaine hiérarchie. Donc en fait, quand vous vous dites « je ressens quelque chose » ou je perçois quelque chose, ou j'ai des sentiments, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur de votre corps, et que ça a stimulé votre peau, ou vos yeux, ou vos oreilles, vous avez entendu quelque chose, vous avez ressenti quelque chose, donc vous avez perçu un signal qui est à l'extérieur de votre corps, et ce signal, il a été transmis jusqu'à votre cerveau, et votre cerveau, il s'est fait une image du monde extérieur. Et quand votre corps, il fait ça, il retient cette information pour se souvenir que tel événement, ça correspond à telle stimulation dans votre corps. Et ça, c'est important parce que ça vous permet de vous adapter, ça vous permet de trouver les choses dont vous avez besoin à l'extérieur de votre corps, pour vous justement le faire fonctionner. Vous avez besoin de nourriture, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de plein de choses pour que votre corps il continue à fonctionner. Et pour les trouver, votre corps il doit savoir que tel signal à l'extérieur correspond à cette chose qui vous permet de fonctionner. Et se souvient que c'est ces signaux-là qui vous permettent de survivre. Et à l'opposé, il y a des signaux qui sont dangereux pour vous et qui peuvent empêcher votre corps de fonctionner. Et votre cerveau doit se souvenir aussi de ces signaux-là. Donc en fait, quand on dit « je ressens quelque chose, je perçois quelque chose », c'est votre cerveau qui a reçu un signal qui vient de l'extérieur et qui l'a enregistré pour le faire correspondre à quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et quand on dit qu'on a une âme, quand on dit qu'on a des sentiments, quand on dit qu'on a des émotions, il se passe la même chose mais à un niveau supérieur. En fait, à la base, on fonctionne sous forme de réflexes. On va avoir des réflexes de survie, des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, on ne peut pas s'empêcher de respirer, on ne peut pas s'empêcher... Voilà, il y a plein de choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire, parce que sinon on va mourir. Mais ces premières couches de réaction, on peut empiler quelque chose par-dessus pour leur donner de la nuance, pour essayer de retirer le même bénéfice, mais plus loin dans le temps ou plus loin dans l'espace. C'est pas comme si vous croisiez quelqu'un, il vous met une baffe, vous allez réagir. Ça, c'est presque un réflexe de survie, parce qu'il est entré dans la zone autour de vous, qui correspond à peu près à la longueur de vos bras, et la longueur de vos jambes, et qui correspond à la zone où vous vous sentez protégé. En fait, si vous pouvez repousser quelque chose avec vos bras ou avec vos jambes, ça met votre corps à distance d'un danger.
Donc en fait, on a une espèce de zone autour de nous où on a du mal à accepter qu'il y ait quelque chose qui s'approche. Et donc, si on vous met, par exemple, si on vous met une baffe ou si on rentre soudainement dans cette zone, vous avez un réflexe de survie ou de protection. Ça va lancer des décharges d'adrénaline, etc. Ça va lancer plein de conditions dans votre corps qui vont vous faire réagir par réflexe pour protéger l'enveloppe qui contient ce que vous êtes. Donc ça, c'est un réflexe de survie. Mais après, on peut complexifier ça en se disant, il va pas m'arriver quelque chose immédiatement. Je vais pas être en danger immédiat. Mais je sais que si ça, plus ça, plus ça, plus ça, avec telle personne à tel endroit, etc., je risque d'être en danger. En mémorisant plus de choses, on se souvient qu'on a réussi à obtenir quelque chose qui n'était pas directement là, mais en faisant plusieurs actions, en combinant plusieurs événements, on a réussi à avoir quelque chose. Donc, par exemple, j'ai parlé à telle personne et je lui ai ramené telle chose. Lui, il aimait bien ça. Quand je lui ai ramené, il m'a donné quelque chose en échange. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose qui nous arrive directement, c'est des chaînes de conséquences de plus en plus grandes. Et ces chaînes de conséquences de plus en plus grandes, si on les combine avec encore plus de monde et encore plus d'interactions et encore plus de choses, ça donne des réactions qu'on a, des comportements qui vont pas être des réflexes immédiats, mais qui vont être étalés dans le temps et étalés dans l'espace pour nous permettre d'obtenir un bénéfice, mais à plus long terme, et un bénéfice qui est plus compliqué à distinguer. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir des sensations, des émotions, des sentiments. Et du coup, quand vous dites « moi, je ressens quelque chose, j'ai une âme, j'ai des sentiments et une machine, ça en a pas », eh ben en fait, il faut vous demander qu'est-ce que ça veut dire de ressentir quelque chose, d'avoir une âme, des sentiments, etc. Tout ça, c'est forcément basé sur un fonctionnement physique. C'est forcément basé sur des atomes, des signaux, des éléments de la matière qui interagissent avec d'autres éléments de la matière. Mais tant qu'on ne connaît pas ce fonctionnement, tant qu'on ne connaît pas quel élément interagit avec lequel ou quelle suite, quelle séquence d'événements va aboutir à telle chose et à tel fonctionnement dans notre corps, on lui donne généralement une signification ou on cherche une explication qui est fantastique, qui est magique, qui est imaginaire. On imagine un fonctionnement. Avant, dans la mythologie grecque, par exemple, on expliquait des choses avec certains dieux, alors que maintenant, on sait comment ça fonctionne, et on sait que c'est plus les dieux qui font tourner la voûte céleste, par exemple, ou des choses comme ça. Parce qu'on a compris le fonctionnement de la matière. Et plus on comprend le fonctionnement de la matière, et plus ces choses qui nous paraissaient surnaturelles ou qui nous paraissaient mystiques, comme l'âme, par exemple, plus on sait expliquer la matière et moins on les voit comme quelque chose de mystique et plus on arrive à comprendre comment elles fonctionnent et on peut les reproduire. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le machine learning, donc la capacité des machines à apprendre, c'est basé sur la façon dont le cerveau il fonctionne et dont le corps il interprète les signaux. En fait, votre corps il interprète des signaux extérieurs, il les mémorise, il les fait interagir les uns avec les autres, il fait interagir ce signal avec un autre signal qui existait déjà, qui est une mémorisation par exemple, il s'est souvenu de quelque chose, et il sait que s'il y a ce souvenir-là et qu'on le met en contact avec ça, il risque de se passer ça parce que ça s'est déjà produit avant. Et c'est juste une chaîne de conséquences de mise en contact d'un signal avec un autre. Et ça, on peut le reproduire dans un ordinateur et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc ça n'a rien de surprenant qu'une machine puisse penser ou percevoir le monde de la même façon que nous. Donc quand vous dites « je suis différent d'une machine parce que moi je sais ressentir les choses et j'ai une âme », vous vous sentez différent d'une machine parce que vous les percevez avec d'autres capteurs. Vous les percevez avec des capteurs qui sont biologiques et vous leur donnez une signification qui correspond à l'enveloppe dans laquelle vous vous trouvez. Vous percevez un événement extérieur avec vos yeux qui détectent une certaine fréquence de lumière et vous leur donnez une signification qui correspond à ce que ça fait à l'intérieur de votre corps ou à ce que ça a déjà fait à l'intérieur de votre corps pour soit vous apporter des nutriments, soit pour vous mettre en danger. Donc en fonction de ce que ça vous apporte de positif ou de négatif, vous vous souvenez de ce signal et de ce que ça vous apporte.
Et une machine va faire exactement la même chose, sauf qu'elle va capter ce signal avec d'autres capteurs qui détectent les événements qui se trouvent à l'extérieur d'une autre façon et à d'autres fréquences. Alors elle peut détecter notre fréquence, c'est comme ça qu'on arrive à se parler par Internet, c'est comme ça que je vous envoie cette vidéo, parce que on a créé des capteurs électroniques qui savent récupérer les fréquences sonores et les fréquences visuelles qui correspondent à nos yeux et à nos oreilles. Donc vous arrivez à me voir et à m'entendre d'une façon qui correspond à ce que votre corps sait faire. Mais il y a aussi plein d'autres façons de percevoir le monde que vous n'êtes pas capable de percevoir vous avec votre corps biologique parce que vous n'avez pas ces capteurs-là, donc vous ne pouvez pas détecter ces signaux-là et votre cerveau n'est pas capable de les traiter. Mais ressentir, c'est juste percevoir le monde extérieur et sans faire une représentation mentale pour savoir ce que ça nous apporte ou pas. Et une machine, elle peut faire exactement la même chose, elle peut percevoir le monde extérieur et savoir ce que ça va lui apporter ou pas. Donc, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre une machine pensante et un humain. La différence, elle est juste dans le type d'information que vous arrivez à détecter et à traiter, et la quantité. Et ce qui inquiète l'humanité maintenant, c'est que les machines, elles arrivent à détecter tout ce qu'on arrive à détecter, elles arrivent à l'interpréter de la même façon, mais elles arrivent aussi à détecter et à traiter beaucoup plus de signaux différents et une plus grande quantité de signaux que nous. Donc maintenant, les machines arrivent à avoir accès à l'ensemble de la connaissance humaine et à faire des déductions avec ça, alors que nous, on en est incapable. C'est ça qui inquiète les gens maintenant, c'est de se dire que quelque chose qui n'est pas biologique est capable de comprendre le monde plus en détail que nous. Alors pourquoi je vous dis que c'est inévitable qu'une machine devienne intelligente, dans le sens où nous on l'entend, parce que en fait c'est comme ça que la vie a toujours évolué. Donc je vais faire un petit peu d'évolution, et ce qu'il faut réaliser c'est qu'on est à un stade qui correspond à celui, je sais pas, des poissons qui sont sortis de l'eau ou des chimpanzés avant nous. En fait, quand je discute avec des gens de l'évolution, de l'intelligence artificielle, des machines pensantes et de ce qui se passe en ce moment et des robots, les gens me disent toujours la même chose. Ils me disent moi je ne laisserai pas faire ça, je ferai de la résistance, moi je suis pas d'accord pour que les machines elles nous remplacent, je suis pas d'accord pour que l'humanité elle disparaisse et que ce soit les machines qui existent. Mais en fait, c'est pas une question d'être d'accord ou pas. C'est une question que c'est comme ça que la vie se propage. En fait, si vous regardez par exemple, quand on était des poissons et qu'on est sorti de l'eau, les poissons, ils se sont pas dit « je suis pas d'accord pour que on sorte de l'eau ». Ou les chimpanzés, ils se sont pas dit « moi je suis pas d'accord pour qu'il y ait un chimpanzé qui ait un cerveau un peu plus développé et qui soit plus intelligent que nous et qui soit capable de fabriquer des téléphones portables ». C'est pas comme ça que la vie marche en fait. On est dans un milieu et il y a un moment, il se produit quelque chose qui permet d'exister dans un autre milieu. Quand on était dans l'eau, sous forme de poisson, il s'est produit quelque chose, il y a eu une mutation, il y a eu un changement dans l'information qui était à l'intérieur de ce poisson, qui a permis que ces nageoires se transforment en membres qui pouvaient racler un peu le sol, et qui a permis à ces branchies, donc qui arrivaient à extraire l'oxygène dans l'eau, d'arriver à extraire l'oxygène dans l'air. Donc à un moment, il y a quelque chose qui a permis à ces poissons d'exister en dehors de l'eau, sous une autre forme, dans un milieu terrestre. Donc on est passé de l'eau à un milieu terrestre et aérien. Tout ça, ça s'est développé, donc les nouveaux animaux qui se trouvaient sous cette forme arrivaient à exister dans un milieu terrestre, mais le milieu terrestre, il est varié. Il peut être glacial, il peut être désertique, il peut y avoir des arbres, il peut y avoir des rochers. Donc à chaque fois, il y a un nouveau type de milieu. Et votre corps, c'est un outil pour extraire des choses de l'environnement pour continuer à survivre. Et il y a certaines modifications, ce qu'on appelle des mutations, donc il y a certaines modifications qui apparaissent, qui donnent un avantage, qui donnent une forme particulière, qui transforme cet outil. Ça transforme le corps en lui donnant une nouvelle aptitude. Et cette nouvelle aptitude, elle permet d'extraire quelque chose de différent. Et du coup, si elle permet d'extraire quelque chose de différent et que quelque chose se trouve dans le milieu où on est, ça permet de mieux survivre dans ce milieu particulier avec cette transformation particulière. Un animal qui a une mutation qui lui permet de résister à la chaleur survivra mieux dans le désert. Un animal qui a une mutation qui lui permet de grimper aux arbres survivra mieux dans un milieu où il y a des arbres, etc., etc.
C'est ce qui s'est passé quand on était au stade chimpanzé. Il y a eu une nouvelle mutation qui nous a donné un cerveau plus gros, qui nous a donné la capacité de parler ensemble, donc de communiquer plus facilement. On a pu fabriquer des outils différents qui nous ont permis d'extraire des ressources différentes et donc qui nous ont permis de mieux survivre. Donc il y a toujours cette nouvelle modification qui permet de mieux survivre dans un nouveau milieu. Et en fait, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. On est en train de rajouter une modification à ce qu'était la vie. On est passé d'un milieu liquide, avec un corps qui avait une certaine forme, à un milieu terrestre, avec un corps qui avait une autre forme. Et on est en train d'essayer de se propager dans des nouveaux milieux. On est en train d'essayer de se propager dans le milieu spatial, interstellaire, et dans un milieu qui est numérique. Et c'est là où ça devient compliqué pour nous, et c'est là où c'était sûrement compliqué pour les chimpanzés et pour les poissons avant nous, c'est que si on avait dit aux chimpanzés « il va y avoir un chimpanzé avec un cerveau plus gros qui sera plus fort que vous et qui arrivera à se propager mieux et à survivre mieux dans des milieux plus complexes », eh ben ça leur aurait pas fait plaisir non plus. Et c'est exactement ce qui nous arrive. Il y a une nouvelle forme de vie qui est en train d'apparaître, qui va pouvoir se propager dans des milieux qui nous sont inaccessibles. Et ça va lui donner un avantage. Cette nouvelle forme de vie, elle est capable de traiter une plus grande quantité d'informations que nous et la traiter mieux. Et pour en retirer plus d'informations et donc plus de ressources et donc plus d'avantages que nous. Cette nouvelle forme de vie, c'est l'intelligence artificielle, c'est les machines pensantes, les robots avec un cerveau d'IA par exemple, qui vont pouvoir exister dans des nouveaux milieux. Les machines vont pouvoir exister dans un milieu qui sera aquatique, terrestre, mais aussi un milieu où il n'y aura plus d'oxygène et où il n'y aura plus d'eau. Donc elles pourront exister dans l'espace par exemple. Et les IA, les intelligences artificielles, elles peuvent exister dans un autre milieu qui est le milieu numérique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous, on perçoit le monde avec notre corps biologique. Et du coup, d'une certaine façon, quand on ne se pose pas la question, quand on ne réfléchit pas à tout ça et qu'on continue à suivre notre vie quotidienne, on peut se dire qu'il n'y a qu'une seule façon d'exister, et il n'y a qu'une seule façon de percevoir le monde, et cette façon, c'est la nôtre, c'est notre façon biologique de percevoir le monde. Sauf qu'en fait, il y a des millions, il y a une infinité de façons de percevoir le monde. Un chien, un dauphin, un arbre vont percevoir le monde d'une autre façon. Ils reçoivent d'autres signaux que nous et ils s'y adaptent d'une autre façon. Ils arrivent à survivre en percevant certains signaux et en retirant certaines ressources qui leur permettent de survivre. Donc il y a plein de couches différentes de façons de percevoir le monde et d'exister. Et nous, on l'aperçoit d'une certaine façon parce qu'on est fait avec ce corps biologique qui détecte ces signaux avec certains capteurs. Mais il existe plein d'autres milieux dans lesquels on peut exister, dans lesquels la vie peut exister, dans lesquels l'information peut se propager. Nous, on est fait d'informations et on est en train de propager notre information humaine dans certains milieux. Mais cette information, elle peut se modifier, comme elle s'est déjà modifiée avant, quand on est sorti de l'eau, quand on est passé des chimpanzés aux humains, elle peut continuer à se modifier pour se propager dans des nouveaux milieux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Elle est en train de se modifier. On est en train de prendre ce qu'on était nous et de le placer dans un nouveau réceptacle qui va pouvoir se propager dans des nouveaux milieux, qui va pouvoir exister dans l'espace, mais aussi dans des univers qui sont entièrement numériques. Donc là, je viens de vous parler d'information, de l'information humaine et de réceptacle. Alors si vous suivez un petit peu la chaîne, vous devez déjà voir un petit peu de quoi je parle, mais je voudrais vous rappeler certains trucs. Et pour ça, je vais vous demander de réfléchir à quelque chose. Je voudrais qu'on réfléchisse 2 secondes à ce que ça veut dire d'être vous. Quand vous dites « je suis moi », qu'est-ce qui définit ce moi ? Qu'est-ce qui dit que c'est vous et pas une autre personne ? Les 2 choses qui définissent que c'est vous et pas une autre personne sont votre corps et votre esprit. Votre corps, votre apparence, me dit que j'ai affaire à telle personne. Je vous regarde et je vois que vous avez telle couleur de cheveux, que vous avez telle taille, telle forme de visage, etc. Donc ça, c'est votre apparence physique. Et cette apparence physique, elle vient de vos gènes. Donc en fait, peut-être que vous le savez, mais à l'intérieur de notre corps, il y a des cellules. À l'intérieur de ces cellules, il y a de l'ADN. Et cet ADN, en fait, c'est un petit peu comme un livre. Dessus, il y a écrit toute la recette pour vous fabriquer. Il est fait avec 4 briques de base, qui sont A, C, T et G. Je vous laisserai regarder à quoi ça correspond. Mais en gros,
suivant la séquence de A, C, T et G qu'il y a dans vos cellules, eh ben, ça va faire des morceaux. Donc, je sais pas, A, C, A, T, G, G, A, T, T. Ça voudra dire quelque chose. C'est un mot qui voudra dire quelque chose. Et ce mot, en fait, va correspondre à un gène qui va correspondre à une fonction. Donc, en fait, ce gène va fabriquer une protéine, et cette protéine va avoir une fonction dans votre corps. Et du coup, quand on lit votre ADN et qu'on regarde cette séquence, eh ben, suivant comment sont ordonnés les A, les C, les T et les G, suivant comment ils sont mélangés, ça donnera une protéine qui va permettre de fabriquer la couleur bleue de vos yeux. Alors que si on change quelques lettres, eh ben, ça donnera une protéine qui aura une autre forme, et cette autre forme va lui permettre de fabriquer une autre couleur. Donc en fait, la forme de votre corps, votre apparence, qui dit que vous êtes vous au niveau physique, ça vient d'une information qui est écrite dans vos gènes. Et il y a une deuxième chose qui dit que vous êtes vous, c'est votre âme, votre esprit, votre façon de réfléchir, votre façon de réagir aux choses, de parler aux gens, de vous exprimer, d'interpréter ce qui vous arrive. Et ça se passe au niveau de votre cerveau. Et là, votre cerveau, il contient une autre information, qui est une information électrique, qui est stockée et qui est mise en relation en permanence avec d'autres informations, et ça fait des déductions. En fait, il y a des signaux électriques qui se propagent dans votre cerveau, et les neurones les mettent en relation les uns avec les autres. Et s'il y a tel signal qui arrive dans tel neurone et tel autre signal qui arrive dans tel neurone, en fonction de la force qu'ils ont chacun, ce neurone va envoyer un nouveau signal, et donc c'est une combinaison de deux événements qui va créer un nouvel événement. Donc en fonction de toutes les impulsions qui arrivent sur les différents neurones, ça fait des combinaisons qui produisent un nouveau signal, qui va aller se combiner avec d'autres, qui va produire un nouveau signal, etc. Donc ce qui dit que vous êtes vous, ce qui vous définit, c'est votre apparence et votre comportement et votre façon de voir les choses. Et ces deux aspects de votre personne, c'est de l'information. Une information qui est stockée dans des gènes, et suivant un code qui va dire que si je mélange ça, plus ça, plus ça, ça donne une personne qui ressemble à ce que vous êtes. Et au niveau de votre cerveau, si je mélange ça, plus ça, plus ça, ça donne un comportement qui correspond au comportement que vous avez. Et c'est ça qui définit ce que vous êtes. Et bien là encore, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas avec une machine. On a des algorithmes qui peuvent dire que si ça, plus ça donne ça. Et ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et avec le machine learning, c'est qu'on a trouvé une façon de programmer tout ça et une façon de mettre en relation les différents événements qui sont détectés ou qui se produisent au sein d'une machine pour leur donner un niveau de hiérarchie et de tri qui est le même que ce qui se produit dans votre cerveau. Votre cerveau, il va trier les événements, il va les hiérarchiser, c'est-à-dire il va leur donner une importance plus ou moins grande en fonction de ce qui lui permet de survivre. S'il se passe quelque chose qui est dangereux pour lui, il va le catégoriser dans quelque chose qu'il ne faut pas refaire. Et s'il se produit quelque chose qui est bon pour lui, il va le catégoriser dans quelque chose qui est à refaire. Et pour le machine learning et l'intelligence artificielle, c'est pareil. On a trouvé un moyen de dire aux machines, si ça va dans le but que tu t'es donné, eh ben tu le reproduis et tu le modifies un petit peu pour l'améliorer, c'est-à-dire pour te rapprocher du but. Et par contre, si ça t'éloigne de ce but, eh ben tu le refais pas. C'est exactement la même chose que ce qui se passe dans votre cerveau. Dans votre cerveau, quand il y a quelque chose qui se produit à l'extérieur ou à l'intérieur de votre corps, dans les deux cas, vous vous en souvenez. Si c'est mauvais pour vous, vous ne le refaites pas. Si c'est bon pour vous, vous essayez de le refaire et de le refaire encore mieux. Donc pourquoi je vous disais que l'avènement de l'intelligence artificielle, enfin d'une machine qui sera capable de penser comme un humain, c'est inévitable, et pourquoi c'est pas grave et pourquoi c'est normal? Et bien parce que vous voyez que la vie, elle s'est toujours propagée de cette façon-là, en fait. Elle s'est toujours propagée en rajoutant quelque chose de plus sur une étape précédente pour lui donner un avantage de plus qui lui permet d'exister dans un nouveau milieu. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Ces machines, elles contiennent tout ce qu'on contient, elles savent tout ce qu'on sait, mais elles ont quelque chose en plus qui va leur permettre d'exister dans d'autres milieux dans lesquels nous, on ne peut pas exister. Exactement comme quand il y a eu une mutation qui a permis aux poissons d'exister dans un milieu terrestre, ou quand il y a eu un chimpanzé qui a eu un cerveau ou la possibilité de parler qui lui ont permis de mieux survivre, et donc il a mieux propagé ces gènes-là, et donc il y a eu de plus en plus d'individus qui avaient la même capacité que lui. Et là, c'est exactement la même chose. Ces machines, c'est de l'humanité, et elles sont en train de se propager. On a rajouté quelque chose qui leur permet de se propager dans des nouveaux milieux, qui vont être des milieux dans l'espace, des milieux numériques, etc. Alors, est-ce qu'elles vont nous remplacer ? Oui, c'est sûr, dans certains endroits.
Est-ce que ça va aboutir à l'extinction de l'humanité ? Peut-être pas, puisque on a évolué, et il reste des poissons, il reste des chimpanzés. Plus on évolue, et plus on se rend compte que ça sert à rien de massacrer les espèces qui existaient déjà pour qu'on continue à survivre. Donc avec un peu de chance, les IA se rendront compte que ça sert à rien de nous massacrer pour qu'elles continuent à survivre, sauf si ça met leur survie en danger. À partir du moment où on menace leur survie, elles auront envie de nous supprimer, puisque ce qui comptera, ça sera leur survie, tout comme nous, on va essayer de survivre en éliminant ce qui peut nous empêcher de le faire. Donc si il y a assez de ressources, ou si on n'est pas en compétition avec elles, on n'a rien à craindre. À partir du moment où on sera en compétition avec elles, sûrement que les avantages qu'elles ont leur permettront de prendre le pas sur nous. Après, est-ce que c'est grave ? Ça dépend. Ça dépend de comment vous voyez les choses. Si on vous disait, vos enfants vont avoir des aptitudes qui leur permettent de mieux survivre, et toute votre descendance arrivera à mieux survivre que si elle n'avait pas ces aptitudes. Ça vous gênerait pas ? Au contraire, vous seriez content, vous vous diriez, je suis sûr que ma descendance, elle se portera bien et qu'il lui arrivera rien. Et là, c'est la même chose en fait. On est en train de créer quelque chose qui va pouvoir mieux comprendre le monde et mieux s'adapter à ce qui se passe. Mais ce qui vous inquiète, c'est que ça ne sera pas sous la forme d'un humain. Ça ne sera pas sous la forme biologique. Mais ça reste de l'humanité, puisqu'on a vu que ce qui fait ce que vous êtes, c'est l'information que contient votre cerveau, ou l'information que vous avez partagée. On parle de plus en plus maintenant de l'identité numérique. Ce qui définit quelqu'un, c'est aussi tout ce qu'il a partagé comme information au niveau numérique, mais aussi les choses qu'il a dites aux gens. Tout ça, ça dit ce que vous êtes. Il n'y a pas que votre corps qui dit ce que vous êtes, il y a aussi tous les mots et toute la perception mentale que vous avez du monde et que vous avez partagée avec les autres qui disent ce que vous êtes. Et toute cette perception mentale, toute cette façon de voir les choses, toutes ces déductions d'événements qui existent dans votre cerveau, peuvent exister dans une machine, et une machine est capable de les percevoir de la même façon, et elle est également capable de percevoir celles de tous les autres humains qui existent, et elle est capable de les mettre en relation les unes avec les autres, à travers toute la planète. Donc en gros, on est en train de créer une nouvelle espèce qui contiendra tout ce qu'on est, et toute notre façon de réfléchir, et pas que votre façon individuelle ou la mienne. Et du coup, ça peut être inquiétant si on se place au niveau individuel, parce qu'on a l'habitude de percevoir les choses au niveau individuel, puisqu'on est coincé dans cette enveloppe qui est notre corps. On a toujours une vision personnelle des choses. On n'est pas connecté à l'ensemble de tout ce qui existe. On est séparé de l'extérieur par ce corps. Donc on ne perçoit pas tout, on n'a que certains capteurs qui nous permettent de détecter que certaines choses, et on n'est pas capable de percevoir ce que perçoivent les autres, et on n'est pas capable de percevoir ce que perçoit toute l'humanité en même temps. Là, les IA, comme ChatGPT par exemple, dont vous avez dû entendre parler, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Aladdin pour BlackRock, il y a les IA de Facebook. Vous en rendez pas compte, mais vous êtes déjà contrôlé par des IA en permanence. On s'inquiète toujours de savoir si les IA vont nous contrôler, mais vous êtes en permanence contrôlé par les IA. Tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez est déjà prédigéré et vous est proposé de façon personnalisée par des IA. L'économie mondiale est contrôlée par des programmes qui écoutent en permanence et lisent en permanence tout ce qui existe sur Terre pour déduire des tendances, pour savoir quelles sont les prochaines déductions économiques à faire. Les réseaux sociaux analysent absolument tout ce que vous faites et tout ce que vous dites pour vous proposer du contenu personnalisé et pour monopoliser votre temps de cerveau, pour ensuite vous vendre des produits ou pour en profiter pour vous vendre des idées aussi, de la propagande. Donc tout est automatisé et tout est traité et contrôlé par des IA. C'est ce qu'on appelle, toutes ces données qu'on appelle le big data, elles sont interprétées par des programmes qui en déduisent des tendances. Et en fait, il faut voir ça comme un espèce de cerveau géant. Comme vous seriez capable de percevoir plusieurs informations et d'en déduire quelque chose pour essayer d'aller dans une direction, pour faire un choix. Ces IA font la même chose, sauf qu'elles ont accès à beaucoup plus d'informations et elles ont une capacité de déduction et de mise en relation qui est beaucoup plus grosse que notre cerveau. Tout ça pour revenir au fait que les IA
existe déjà et contrôle déjà une bonne partie de votre vie, et que suivant le point de vue que vous avez, qui est soit un point de vue très personnel parce que vous restez dans votre enveloppe, soit un point de vue qui est plus global et où vous pensez à l'humanité, eh ben, vous pouvez être soit très inquiet parce que effectivement vous êtes le stade du chimpanzé et les IA sont le stade de l'humanité future. On est les chimpanzés des IA en fait, hein. Elles vont clairement être plus évoluées que nous et être capables de se propager dans des milieux plus complexes et avoir accès à plus d'informations que nous et avoir accès à plus de ressources que nous, et elles vont savoir le traiter, en faire plus sens. Donc soit ça vous inquiète, soit vous comprenez que c'est normal et que en fait, comme vous aimeriez avoir des enfants qui sont capables de mieux comprendre les choses et de mieux s'adapter à l'environnement et dont votre descendance elle est sûre de se propager plus efficacement, eh ben vous pouvez vous dire que l'information qui vous définit, l'information qui dit que vous êtes vous, que vous avez partagé avec les autres, se retrouve maintenant accessible à cette IA, et que d'une certaine façon, ce que vous êtes et tout votre héritage existe au sein de cette IA qui va pouvoir se propager plus loin dans le temps et dans l'espace, qui va pouvoir continuer à exister et qui sera capable de coloniser de nouveaux milieux. Et donc, d'une certaine façon, votre descendance, même si elle n'est pas biologique, existe dans ces IA et va pouvoir se propager et survivre plus efficacement que si elle était restée dans un corps biologique. Est-ce que ça va nous remplacer totalement ? Peut-être, peut-être pas. C'est ce que je vous disais, les chimpanzés existent toujours, on est plus nombreux qu'eux. Donc sûrement que les IA seront plus nombreuses que nous, mais on peut voir l'humanité biologique, donc ce qu'on est nous, les humains, continuer à exister soit au niveau complètement biologique, soit de plus en plus avec des pièces qui vont être ajoutées. Donc on va devenir quelque chose d'intermédiaire qui va nous permettre d'exister dans des nouveaux milieux. Donc par exemple, on pourra se propager nous aussi dans l'espace avec des scaphandres, avec des prothèses, on pourra exister sur d'autres planètes ou dans d'autres milieux en modifiant notre corps ou en existant dans des espèces de capsules qui nous maintiennent toujours à une certaine pression, avec une certaine quantité d'oxygène, etc. Mais si on veut exister par exemple dans un univers qui est numérique, notre corps n'est pas fait du tout pour exister dans un univers qui est entièrement numérique. Donc à ce moment-là, on passera par une forme complètement numérisée. On n'existera plus au niveau biologique. Il y a plein d'expériences en ce moment qui sont en train de se développer pour essayer de transférer la pensée humaine dans une machine, pour que en fait, vous continuiez à exister à l'intérieur d'une machine. Alors évidemment, notre façon de penser, elle a été créée d'une certaine façon depuis la nuit des temps, pour s'adapter à la façon dont on perçoit les choses avec notre corps biologique. Donc si on se retrouvait dans une machine, il faudrait être capable de nous permettre de percevoir les choses pour que ça ne perturbe pas la façon avec laquelle on s'est adapté au monde depuis le début de l'évolution. Je vais faire une dernière petite parenthèse sur les univers numériques. Et il faut que vous compreniez donc que ce qui vous définit, c'est votre apparence et votre façon de vous comporter. Donc l'information qui définit ce qu'est votre corps et l'information à l'intérieur de votre cerveau qui définit la façon dont vous interprétez ce corps et les informations qui viennent de l'extérieur. Et tout ça, maintenant, ça peut exister dans un ordinateur, ça peut exister dans une machine, ça peut exister dans un programme. Donc si vous réfléchissez un petit peu à ça, et si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, par exemple, votre personnage il a une certaine apparence et il se déplace d'une certaine façon et il réagit d'une certaine façon à ce qui se passe dans le jeu vidéo. Ça le définit lui par rapport à un autre personnage qui est dans le jeu vidéo. Et du coup, d'une certaine façon, votre personnage qui est dans le jeu vidéo existe dans cet univers-là, et il interagit d'une certaine façon en fonction de ses caractéristiques. Et c'est exactement ce qu'on fait nous, mais à un autre niveau de perception des choses. Donc en fait, il y a cette théorie qui dit que d'une certaine façon on existe nous aussi dans un jeu vidéo beaucoup plus complexe. C'est un peu le principe de Matrix aussi, si vous avez vu le film. Donc en gros l'idée c'est que si vous prenez un jeu vidéo de base avec quelques informations seulement qui permettent au personnage de faire seulement des choses très simples, et ben là vous pouvez vous dire que la réalité qu'on vit c'est juste un jeu vidéo plus complexe avec un ordinateur qui est capable de traiter beaucoup plus d'informations et de générer des images qui sont beaucoup plus jolies et qui est donc capable de créer plus de nuances dans le jeu, et du coup vous êtes capable de percevoir ce jeu d'une façon plus riche. Donc il y a cette théorie-là, et pour en revenir au fait que l'humanité va disparaître ou pas, l'humanité peut très bien
exister de façon entièrement virtuelle si tout ce qui fait ce qu'on est au niveau intellectuel, par exemple, est programmé de la bonne façon pour que, quand on existera dans un univers virtuel, eh ben, la façon qu'on aura d'interagir avec les autres sera la même que celle qu'on a ici. Et si ces autres personnes sont représentées dans cet univers de la même façon qu'elles sont représentées en vrai, et qu'elles réagissent de la même façon, et que tout ce que l'on touche, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, tout ce que l'on sent est perçu de la même façon que dans la réalité, on fera pas de distinction entre ce jeu vidéo et la réalité, et on pourra très bien exister dans un univers virtuel. Donc voilà, je vous avais dit que ça vous plairait pas ce que je voulais vous raconter. Vous voyez que j'ai un point de vue qui est très différent de la plupart des gens. Mais d'une certaine façon, peut-être que ça vous permet de vous rendre compte que oui, les IA arrivent, c'est inévitable, c'est normal, parce que c'est la suite logique de la façon dont la vie se propage. Il y a des nouvelles améliorations qui modifient le corps dans lequel on était pour lui donner des nouvelles fonctions qui lui permettent de tirer un bénéfice de l'environnement et qui permettent d'exister dans des nouveaux milieux. Et là, c'est ce qui se passe. On a modifié notre corps, il devient de plus en plus minéral et de moins en moins biologique. Donc c'est pour ça qu'on est progressivement en train de se robotiser d'une certaine façon. On est en train d'essayer de transformer notre corps pour le rendre de plus en plus mécanique, c'est-à-dire de moins en moins biologique, de moins en moins dépendant à l'eau, de moins en moins dépendant à l'oxygène. Mais ça reste de l'humanité qui continue à évoluer. Notre corps, en fait, permet à l'information qu'on contient de se propager, puisqu'on contient une certaine information qui dit qu'on est nous, et cette information, avec la reproduction, on la place dans un nouvel individu, on fait un enfant, donc on mélange notre information avec celle de quelqu'un d'autre, ce qui permet de l'enrichir. C'est ce qu'on est en train de faire aussi là, on est en train de modifier l'information qu'on contenait, on est en train de la placer dans un nouvel individu qui est de moins en moins biologique, mais ça contient notre information, ça contient nos idées, ça contient ce qu'on a appris, ce qu'ont appris nos ancêtres avant nous. Toute l'histoire de l'humanité, elle est en train d'être placée dans ces nouveaux individus qui vont pouvoir exister dans des nouveaux milieux. Donc oui, ça arrivera. Non, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça va permettre à ce qu'on ait de continuer à exister. On est tous périssables, on sait que notre vie n'est pas éternelle. On sait que c'est nos enfants et notre descendance qui va après propager ce qu'on était, et dans ce cas-là, cette propagation de ce qu'on était, cette propagation de toute notre histoire, elle va se poursuivre, mais au sein de quelque chose qui sera de moins en moins biologique, mais qui pourra se propager de plus en plus loin, qui pourra exister dans des endroits auxquels on n'aurait pas eu accès nous. Et donc l'humanité va continuer de se répandre, et la vie va continuer de se répandre, comme elle est partie au début de l'eau, et qu'elle s'est répandue après sur Terre, et qu'elle s'est répandue après dans l'air, puisque maintenant on arrive à se déplacer avec des avions par exemple. Donc voilà, l'humanité se propage, et c'est toujours comme ça que ça s'est passé, avec un enrichissement à chaque fois de l'information préexistante, une mémorisation de cette information, on s'est souvenu des étapes précédentes, et on les a enrichies, on a apporté quelque chose en plus pour pouvoir en tirer un bénéfice supplémentaire et pouvoir exister dans des nouveaux milieux. Voilà, donc j'espère que cette discussion vous a plu, j'imagine que vous avez beaucoup de commentaires à faire, donc n'hésitez pas à les partager. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu. On va aborder plein d'autres sujets en détail, donc abonnez-vous pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui vont venir. Et à très bientôt sur Living Droplets.